Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il était une fois l'économie solidaire. Contrairement à l'économie marchande qui a pour but principal la recherche du profit, l'économie solidaire place l'homme au cœur de ses préoccupations et au cœur de ses actions. Ses visages sont nombreux, notamment le commerce équitable ou encore l'épargne éthique. Alors, pour nous aider à entrer dans cette thématique, je suis heureux d'accueillir 3 personnes aujourd'hui sur le plateau. D'ailleurs, Philippe, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que je pouvais être équitable du matin au soir. Le pull que j'enfile, le t-shirt, mon jus d'orange pressé, le café, le thé, la banane, avec toujours en prime un petit logo qui me donne bonne conscience et qui me dit qu'au Sud, les petits producteurs ont leur sort amélioré. Mais qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Je vous propose tout de suite de voir un premier reportage avec Oxfam, magasin du Monde. Un entrepôt aux allures de caverne d'Ali Baba, avec des produits venus des 4 coins de la planète, des produits qualifiés équitables. Nous sommes chez Oxfam, magasin du Monde, un pionnier dans la pratique du commerce équitable et solidaire. Son ambition? Proposer une alternative au commerce conventionnel en créant avec les petits producteurs du Sud de véritables liens économiques et sociaux. Mais des liens, Oxfam en crée aussi, ici, en Belgique, avec l'atelier Protégé Kennedy par exemple. La plupart des importations y arrivent. Vérification, étiquetage, emballage, des manipulations simples et indispensables à la portée de ses ouvriers. À Bruxelles et en Wallonie, 90 magasins proposent un choix d'objets de plus en plus diversifié grâce à un réseau de bénévoles motivés, à l'image de Claire. En fait, le magasin Oxfam a la richesse, je dirais, de présenter des produits. Et ces produits sont très riches de sens pour moi. Parce qu'en fait, derrière le produit que vous achetez, que vous trouvez en magasin, ou que moi, par exemple, je vends, il y a toute une histoire. Il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent. Et c'est en fait, pour moi, c'est ça la grosse valeur des produits que propose Oxfam. Et on a l'avantage d'avoir des gens qui sont très ouverts. C'est monsieur et madame tout le monde, mais avec des convictions, je crois, assez personnelles et ancrées. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez Oxfam. Et ça représente quoi pour vous le commerce équitable? La solidarité, une juste répartition et un échec au capitalisme libéral que nous subissons malgré nous. Voilà, donc j'essaye d'être plus consciente de ce que j'achète. Enfin, j'aime bien savoir que ce que j'achète est bien produit, etc. Et parce que changer le monde, ça commence à l'école, certaines n'hésitent pas à proposer à leurs élèves de devenir des consommateurs responsables. Une campagne qui débouche d'ailleurs sur des projets de solidarité en cascade. L'idée est née de s'insérer dans un programme proposé par Oxfam pour les écoles qui permettent de faire découvrir d'une part les produits, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, les actions que mène Oxfam au niveau du commerce équitable et également d'amener les élèves à avoir un fonctionnement démocratique en équipe, d'où leur slogan d'une équipe, une action et un magasin. Et les bénéfices, qu'en faites-vous? On a soutenu l'année passée une action menée à l'école avec une fondation qui est encadrée par quelques professeurs et qui soutient des orphelinats et des écoles en Afrique et en Inde. Nous avons également soutenu l'opération Thermos qui donne des repas chauds à la gare centrale. Donc c'est l'équipe qui décide de ce qui est fait en fonction de l'actualité ou en fonction des intérêts des membres de l'équipe. Pour nous, c'est une chouette occasion de faire quelque chose et d'être actif dans l'école. Et les produits se vendent assez bien. Surtout maintenant parce qu'on a une offre spéciale en fait. D'habitude on ne vend pas de chips parce qu'on essaie aussi de promouvoir l'alimentation saine. Mais maintenant, durant une durée limitée, on vend des chips soit avec des fruits, soit avec des jus de fruits. Et ça a énormément de succès. Jacques de Fourny, Lily Deforge et François Grasse, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Jacques de Fourny, vous êtes professeur à l'Université de Liège. Lily Deforge, vous êtes directrice de Max Havelaar et vous, François Grasse, vous êtes chargé de recherche à Oxfam. Alors ma première question est pour vous, Jacques de Fourny. On nous parle économie sociale, économie solidaire. Qu'en est-il exactement?
L'économie solidaire, l'économie sociale, ce sont des termes extrêmement proches pour désigner des organisations, des entreprises qu'on rassemble dans ce qu'on appelle le troisième secteur, c'est-à-dire des initiatives, des organisations privées, mais qui ne visent pas la maximisation du profit. Ce sont aussi des organisations qui, en général, cherchent une gouvernance démocratique. Et ça comporte en pratique beaucoup d'associations, mais aussi des coopératives, des organisations mutualistes. Pour les Français et pour les Belges, pour les francophones en général, les termes économie solidaire et économie sociale sont pratiquement synonymes. D'ailleurs, les Français parlent très souvent d'économie sociale et solidaire. En Belgique, on emploie plus souvent le terme économie sociale, mais économie solidaire me convient parfaitement aussi. Alors, Lily Deforce, vous êtes directrice donc chez Max Havelaar. Le commerce équitable, comment est-ce que vous le définiriez ? Le commerce équitable date déjà depuis les années 60 et les principes de base sont toujours les mêmes, c'est-à-dire du commerce, pas de la charité. Donc nous, on travaille avec les producteurs défavorisés du Sud d'une telle façon qu'eux-mêmes peuvent sortir de la pauvreté. Donc une prix juste pour leurs produits de qualité, une production écologiquement, socialement responsable et une prime équitable que les producteurs eux-mêmes investissent dans leur propre développement. Ça, c'est en globo le commerce équitable. Donc dans le temps, on travaillait avec quelques 1000 producteurs. Aujourd'hui, on travaille avec presque 1,5 million de producteurs. Dans le temps, c'était que le café. Aujourd'hui, il y a du commerce équitable dans presque toutes les catégories de produits provenant du Sud. Donc le café, les bananes, le riz, le sucre, le thé, du vin, etc. Donc, et les produits sont aussi aujourd'hui disponibles non seulement dans les magasins du monde qui restent toujours très importants, mais aussi dans les grandes surfaces, les magasins un peu partout. Alors François, comment est-ce qu'on peut être certain de la véracité du commerce équitable, des filières de ce type de commerce ? Disons qu'il existe des garanties qui sont offertes aux consommateurs. Par exemple, on parlait avant du commerce équitable labellisé, donc le commerce équitable Max Havelaar, qui est un label qui regroupe donc des critères. Et quand vous voyez le label sur un produit, vous avez la garantie que ces critères sont non seulement respectés, mais aussi certifiés, contrôlés par un acteur qui va contrôler que les critères sont bien respectés. Et aussi, en cas d'Oxfam, vous avez la crédibilité d'un acteur qui est un des pionniers du commerce équitable, qui est aussi une ASBL, donc qui est dirigée par des bénévoles, avec une assemblée générale et un CA qui sont composés de bénévoles, qui sont donc dans une démarche de changement qui n'est pas animée par une recherche de profit. Et donc tout cet ensemble veut que le commerce équitable n'est pas une démarche de profit à tout prix, mais essentiellement une démarche de changement, une démarche qui n'est pas axée sur la réalisation d'un profit, par exemple, pour des actionnaires, comme c'est souvent le cas dans les entreprises classiques. Alors Corinne, qui sont ces petits producteurs du Sud ? Bien justement, nous allons partir au Guatemala et au Vietnam et nous allons mettre peut-être des visages derrière ces produits que nous achetons équitables. Pour apprendre à collaborer, il a fallu du temps, tout un apprivoisement en fait, entre les partenaires locaux d'Oxfam Magasins du Monde et ces minorités ethniques des régions les plus reculées du Vietnam. Les conditions de travail sont bonnes, le salaire décent. Une exigence cependant, les produits doivent être de qualité. Ici, dans les montagnes, les Hmong confectionnent des vêtements en chanvre qu'ils tissent et teignent. En collaboration avec le musée d'ethnologie, ils redécouvrent d'anciens dessins, des matières, des techniques. Ils développent ainsi de nouveaux produits attractifs pour les pays du Nord. Même projet au Guatemala. La coopérative Ashken y développe le tissage, une tradition ancestrale des Mayas. Les femmes sont au cœur de l'activité. L'occasion pour elles de quitter des foyers où elles étaient confinées, de travailler ensemble, de participer au développement économique de leur village et d'être enfin autonomes, d'avoir tout simplement des projets pour l'avenir. Alors, Monsieur de Fourny, de quelle manière le citoyen est-il au cœur de l'espace économique ?
Dans le commerce équitable, forcément, le citoyen est tout à fait central, puisqu'il est généralement l'acheteur, le consommateur des produits du commerce équitable. Dans l'économie sociale et solidaire en général, il est aussi central parce que, quelque part, c'est le citoyen qui donne un peu le sens aux activités économiques. Si vous voulez, dans une grande partie de l'économie, c'est la quête du profit qui est centrale. Lorsque on a des organisations d'économie sociale ou solidaire, ce sont les personnes impliquées dans l'organisation qui définissent des objectifs qui ne sont pas de profit mais de service aux membres ou à une collectivité selon des processus participatifs. Et donc, beaucoup d'organisations de ce type-là décident de relever les défis du temps, que ce soit des services aux personnes vulnérables, que ce soit de l'insertion par le travail de personnes peu qualifiées. On a parlé il y a un instant d'entreprises de travail adapté. Ce peut être aussi dans la protection de l'environnement, dans la coopération développement. C'est toujours des groupes ou des personnes qui sont à la fois à la manœuvre et qui, in fine, sont les bénéficiaires, non pas au titre de détenteurs d'un capital, mais en tant que personnes dignes du fait qu'on s'occupe de leurs grands défis, de leurs besoins. Alors, chez Max Havelaar, par exemple, quel projet de société soutenez-vous ? C'est-à-dire, dans le système du commerce équitable, ce sont les producteurs eux-mêmes qui décident quel projet de société qu'ils vont soutenir. Donc il y a une prime équitable qui est toujours versée à la coopérative, et c'est la coopérative qui crée un programme, son propre programme de développement. Alors la prime est investie là-dedans. Ça peut être, par exemple, il y a en Afrique des coopératives qui leur analyse démontre que le premier besoin qu'ils ont, c'est des assurances de santé ou des écoles, mais ça peut aussi, on a beaucoup d'exemples où des coopératives décident que, afin d'avancer dans leur développement, ils veulent investir dans la production des bananes, par exemple augmenter leur qualité ou à faire la transition vers le bio, parce qu'ils croient, ils sont convaincus que ça va leur aider primordialement dans leur développement. Alors, quel acte éthique posent les consommateurs qui viennent par exemple dans les magasins Oxfam chez vous ? L'acte qui pose est un acte de consommateur, mais c'est un acte de citoyen. C'est important de ne pas dissocier les deux et de montrer que quand on choisit le commerce équitable, on pose un choix de société pour plus de justice, pour un système commercial dans lequel les producteurs ont une rétribution qui est correcte, ont des conditions de travail qui sont aussi tout à fait acceptables, et donc c'est un choix pour un changement. C'est montrer qu'on considère que l'économie globale pose des vrais problèmes en termes de justice et qu'on soutient donc un modèle alternatif qui lui se base justement sur un idéal, un objectif de justice qui non seulement est un idéal mais aussi une réalité. On a montré que le commerce équitable avec nos magasins, avec nos filières alternatives, que non seulement c'était un objectif qui était louable mais aussi que c'était possible. On a réussi à mettre en place une filière alternative et donc on a montré que le consommateur, le citoyen, peut agir de manière concrète pour soutenir un modèle plus juste au niveau commercial pour les travailleurs et pour les producteurs. Alors Corinne, on trouve ce genre de produits dans des petits magasins mais aussi dans des grandes surfaces aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite un spot réalisé par Max Havelaar et qui nous incite à mettre autre chose dans notre caddie. Des producteurs du Sud prennent leur avenir en main. Ils produisent pour vous des produits équitables. Des bananes et du café, par exemple. Mais le commerce équitable, c'est tellement plus que des bananes et du café. Des centaines d'autres produits équitables sont prêts à sauter dans votre caddie. Parce que vos achats, ici, changent leur vie là-bas. Un geste simple. Choisissez les produits labellisés Fairtrade Max Havelaar. Qui décide en fait du label de commerce équitable, Lily de Force ? Ça dépend, par exemple dans le Sud, c'est les producteurs eux-mêmes qui décident que le commerce équitable, qui veulent faire partie du système de commerce équitable. Donc ils nous contactent et nous demandent de leur appuyer afin d'accéder au marché belge. En Belgique, c'est les acteurs commerciaux, mais c'est le consommateur, c'est les citoyens vraiment qui démontrent un intérêt en des produits équitables. De plus en plus qu'il y a de l'intérêt, de plus en plus on aura des acteurs, des entreprises qui vont y répondre et mettre au marché des produits du commerce équitable. Parce que ça, c'est pour le moment l'offre
au niveau du Sud est beaucoup plus élevée que la demande ici à nos marchés. Donc c'est vraiment très important qu'on augmente cette demande, qu'on augmente le nombre d'entreprises qui veulent vraiment mettre des produits du Sud au marché sous des conditions équitables. Alors, Jacques de Fourny, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement, en s'alliant à la grande distribution, de quelque part jouer l'économie de marché ? Écoutez, moi je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose de séparer complètement le monde de l'entreprise traditionnelle et celui de l'économie sociale. Ce sont des mondes en interaction. L'économie est un tissu de relations très complexes. Et je crois au contraire que, par exemple, au cœur de l'économie sociale, il faut utiliser aussi les voies du marché, mais avec des finalités un peu différentes. De la même manière, les organisations de l'économie sociale peuvent aussi recevoir certains subsides pour une partie de leur mission, mais globalement, leur but est d'être une part entière du système économique en y insufflant en quelque sorte un questionnement sur le sens, en interpellant l'ensemble des acteurs plutôt que de faire un petit coin de puristes. Oui. Il faut savoir que les règles du jeu sont les mêmes soit dans les magasins Oxfam ou chez, par exemple, un grand distributeur. Donc, les critères commerce équitable sont les mêmes. Hein. Et c'est sur la demande, ce sont vraiment les producteurs du Sud qui nous ont demandé de leur assister afin d'accéder le marché parmi la grande distribution. Parce que c'est là vraiment que la majorité des personnes font leurs courses. Donc ça, c'est pour eux une opportunité de vraiment accéder à un grand nombre des consommateurs belges, suisses, allemands. Oui. Alors nous l'avons dit, l'économie solidaire interpelle les citoyens que nous sommes. Par exemple, notre épargne pourrait-elle être différente, pourrait-elle être éthique? Est-ce qu'on pourrait donner un autre sens à notre argent? Nous allons voir tout de suite. Ne dit-on pas que l'argent n'a pas d'odeur? Mais l'épargne en aurait-elle? Comment donner à notre bas de laine un petit parfum de solidarité? Sortir des termes spéculation, capitalisme et retrouver un autre rapport à l'argent. Une épargne qui serait mise au service d'un but plus large. C'est possible avec le Crédal. Est-ce que le Crédal est une banque parmi tant d'autres? Mais non, parce que d'abord, Crédal n'est pas une banque, et on le revendique comme tel. On n'est pas une banque parce qu'en fait, Crédal s'est même créé en réaction au fait que les banques, dans les années 80, on a découvert qu'elles investissaient en Afrique du Sud, que de cette façon elles soutenaient le régime d'apartheid de l'époque, et donc un certain nombre de citoyens, d'associations, se sont vraiment interrogés sur ce qu'on faisait de leur argent. Ils ont interrogé les banques bien sûr, mais ils ont aussi eu l'audace de se dire « retirons notre épargne des banques et créons une coopérative avec notre argent ». Et du coup, l'argent récolté prenait un sens, puisqu'il était décidé de l'utiliser pour soutenir des actions qui apportaient un plus à la société. Et parmi ces clients figurent bon nombre d'associations et d'entreprises à finalité sociale, qui souhaitent participer à une économie plus humaine. Tout comme des exclus du système bancaire. Ceux-ci peuvent alors emprunter pour se lancer dans la vie professionnelle, ou encore contracter un microcrédit personnel. Donc depuis 2003, en collaboration avec la région wallonne, nous octroyons à Crédal des microcrédits personnels. C'est un microcrédit jusqu'à 10 000 € qui permet à des ménages qui n'ont pas accès au crédit bancaire ou qui n'ont pas un crédit bancaire adapté de pouvoir financer un projet de vie. Donc le microcrédit personnel notamment sert à de la formation, à financer une voiture pour la recherche d'emploi, à financer des travaux dans son habitation, à financer du mobilier ou de l'électroménager. Alors les clients crédits sont liés bien sûr à tout un accompagnement et toute une volonté d'éviter et de lutter à tout prix contre le surendettement. Parce que le crédit, ça peut être la meilleure des choses, parce que ça peut être un levier de développement, mais ça peut aussi être la pire des choses. Ça peut aussi être l'outil qui enfonce des personnes. Et donc, la finance éthique, c'est ça, c'est se poser la question de savoir quel est l'effet de l'acte de crédit que je vais faire pour les personnes ou pour la société.
Monsieur Defourny, l'épargne éthique, redonner du sens à son argent, c'est un peu dans l'air du temps, non? Oui, je crois qu'avec la crise, les crises qui se succèdent, il y a comme une suspicion ou en tout cas une interrogation à l'égard des pratiques bancaires traditionnelles et ça a beaucoup de sens de réhabiliter ces comportements économiques de consommation, d'épargne avec un questionnement de sens qui doit à la fois signifier qu'on n'est pas d'accord avec certaines pratiques en vigueur aujourd'hui à l'échelle globale, mais en commençant par soi-même parce qu'il vaut mieux balayer devant sa porte et commencer à réinsuffler ce questionnement à partir de ses propres comportements. C'est comme ça qu'on est aussi plus crédible et plus finalement en cohérence avec les valeurs qu'on porte. François, j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut avoir un équilibre entre ce qu'on appellerait des achats éthiques et puis des produits à bon marché? Parce que c'est quand même le portefeuille qui doit pouvoir suivre. C'est une question qui est fréquemment posée aux acteurs du commerce équitable. Et en fait, quand on se penche sur la réalité des prix, quand on compare les prix, souvent, on constate que la différence entre un produit qui répond à des garanties sociales, écologiques, comme c'est le cas du commerce équitable, et un produit sur lequel finalement on ne sait rien et qui est souvent produit dans des conditions désastreuses, eh bien, la différence de prix n'est pas nécessairement celle qu'on pense. Parfois, le produit de marque qui n'est pas équitable est plus cher que le produit équitable. Donc la question n'a pas une réponse toujours simple. Et après, il y a une question à se poser, c'est est-ce que le prix qu'on paye est le prix juste? Est-ce que c'est un prix qui permet de couvrir les coûts sociaux, les coûts environnementaux de notre consommation? Souvent, malheureusement, certains produits, c'est un peu choquant de le dire comme ça peut-être, ne sont pas au prix qu'on devrait les payer, si on prenant en compte les dimensions sociales et environnementales. Donc la question qui se pose, c'est comment se répartit la richesse, comment se répartit le prix que vous payez dans votre magasin du producteur au consommateur. Et malheureusement, souvent, vous vous rendez compte qu'il y a des acteurs qui sont intermédiaires entre le producteur et le consommateur, qui sont ceux qui finalement reprennent le gros de la valeur. Et donc, le problème est là. Le problème est plus un problème de système qui pose question qu'un problème du commerce équitable qui serait trop cher, selon moi. C'est ça, oui. Oui, il faut savoir que du prix final au consommateur, il n'y a qu'une 10, 12, 13% qui est la partie qui est versée au producteur. Donc une petite différence ici, au prix final, peut faire une très grande différence là-bas. Donc le revenu, donc ça c'est une chose très importante. Deuxièmement aussi, on travaille avec les producteurs afin que la chaîne entre le producteur ici et le consommateur devienne beaucoup plus courte. Par exemple, on a des producteurs qui aujourd'hui, ils amènent des bananes de Pérou jusqu'ici au port d'Anvers. Donc ça, c'est vraiment une question de renforcement d'organisation, qu'il n'y a plus tellement d'intermédiaires. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui sont devenus exportateurs de leurs produits et qui prennent en charge beaucoup plus des maillons dans la chaîne. Donc comme ça, il y a plus de valeur ajoutée directement pour les producteurs, il y a moins d'intermédiaires, donc ça n'a pas nécessairement un effet significant au prix final. Alors, Lily Deforce, Jacques Defourny, François Grasse, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir permis de mieux comprendre cette économie sociale. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre chronique du jour. Charles Delay, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, quelle est votre humeur aujourd'hui? Une humeur dépressive. Ouf. Je suis fatigué. Il faut dire que la vie n'est pas de tout repos. Il faut sans cesse choisir. Rassurez-vous, c'est une allusion ici à un livre assez classique, La fatigue d'être soi, d'Alain Ehrenberg. C'est en fait une vaste enquête sur l'individualisme contemporain, non pas au sens moralisant du terme, mais au sens d'autonomie personnelle. Jadis, rappelez-vous, il fallait être copie conforme, et ça suffisait d'ailleurs. Mon père tenait la ferme, je serais fermier, mes parents s'étaient mariés, je me marierais, ils allaient à la messe, je ferais de même. Il fallait reproduire le modèle, il y avait les coutumes familiales, religieuses, les conventions sociales, la loi, mais si j'y arrivais pas, eh bien, je culpabilisais. Je suis un fils indigne, je suis un mauvais chrétien. Aujourd'hui, on a envie de choisir, et on peut choisir, et même, et ça c'est plus difficile, il faut choisir. C'est impératif, parce que si je ne choisis pas, personne ne fera le choix à ma place. Ni pour la religion, ni pour le boulot, ni pour la famille, le mariage par exemple. Jadis, un seul modèle, en plus bien sûr des vocations, le modèle du mariage. Aujourd'hui, il y a seulement 50% des gens qui se marient, et encore, très vite viendra la question, je continue ou je divorce.
Parmi les 50% qui restent, il y a encore le choix. Ce sera le célibat pur et dur ou à fidélité successive. Ce sera le contrat social de cohabitation. Ce sera aussi le mariage homosexuel ou tout simplement le couple sans cohabitation. Et de toute façon, l'engagement, il est de plus en plus tardif. D'ailleurs, choisir, c'est s'engager. Et c'est bien là le problème, parce que c'est un risque. Je pourrais m'être trompé dans mon engagement. Et si je me suis trompé, je ne peux en vouloir qu'à moi-même, puisque c'est moi qui ai posé le choix. On est donc sans cesse contraint à poser des choix, même dans les loisirs. Du coup, on est passé d'une société culpabilisée à une société dépressive. Il y a une pression constante sur nous pour que l'on choisisse tout, et tout de suite. Ah, le bon vieux temps, parce qu'on est parfois bien seul par rapport à ces choix. Est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir à la société de jadis? Je ne crois pas. Je suppose que vous n'avez pas envie de reprendre la ferme. Rappelez-vous l'évangile des deux fils. Le plus jeune, le plus moderne finalement, il voulait choisir. Et il est parti. Serait-ce l'aîné qui avait raison? Il appliquait machinalement la loi. Le cœur n'y était pas. Au fond, aucun des deux ne vivait en alliance. Je crois donc qu'il ne faut pas revenir en arrière. C'est un acquis que l'autonomie personnelle, et cela nous permet de choisir, de tisser des liens d'alliance forts, non plus obligatoires, mais jaillissent spontanément du cœur. Au fond, c'est sans doute ce que le fils plus jeune a redécouvert en rentrant chez lui à la maison. Voyez Philippe, une société de choix et d'engagement personnel fort, voilà ce que j'espère. Peut-on réguler l'économie? Dans le cadre d'un cycle de conférences sur économie et société, le professeur Pleyers et l'économiste Maria Lisowska tenteront d'apporter leurs réponses. Ce sera le 5 décembre prochain au Blackfriars, le pub des Dominicains à Louvain-la-Neuve. Renseignements sur blackfriars.be. Le vicariat de Bruxelles mène un projet, Ville à vivre, une campagne de publicité, de visibilité, de sensibilisation. Concrètement, Ville à vivre propose de rencontrer d'autres jeunes pour parler de Dieu et de venir prier dans un groupe de thésée. Rendez-vous sur le site villeavivre.be. Le chœur des Pastoureaux chante Noël le vendredi 9 décembre en la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Concert organisé au profit des médias catholiques en présence de Monseigneur Léonard et de Monseigneur Hutzin, évêque des médias. Renseignements, concert@cato.be. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir l'un ou l'autre reportage ou même l'émission, vous pouvez le faire en allant sur notre site info.cato.be. Alors Corinne, dans 2 semaines? Bien, dans 2 semaines, ce sera l'avant avec la campagne Vivre ensemble. Alors au nom de toute l'équipe qui a préparé cette émission, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.